Pourquoi l'autoportrait? Je pense que dans une entreprise, dans un monde collectif, l'image de soi, c'est quelque chose qui est important. L'image de soi, mais aussi l'image des autres. Et souvent la question du narcissisme, de l'ego est posée collectivement. Et dans cet esprit, j'aimerais aborder le sujet et voir que c'est un peu plus complexe que simplement se dire celui-ci ou celle-là a une image qui plaît ou qui déplaît. En introduction, il faut comprendre que l'autoportrait, c'est un genre du portrait. Faire en fait un autoportrait, c'est se représenter donc soi-même, de face ou de trois quarts, le corps entier ou fragmenté avec ou sans mise en scène, seul ou avec des personnages. Parfois même sans corps du tout. À la limite, la photographie du contenu de vos poches est une forme d'autoportrait et en dirait beaucoup plus sur vous que la plus représentante, la plus ressemblante des photographies. Donc un autoportrait réussi va au-delà des apparences. L'autoportrait n'est pas exclusivement réservé au monde de l'image, c'est aussi un genre littéraire. Et curieusement, ce n'est qu'en 1950 que le mot est officiellement admis dans la langue française. Dans ce domaine de l'autoportrait, on ne peut faire l'économie quand on aborde cette question de la représentation de soi, d'un fameux mythe, celui de Narcisse, que le poète Ovide, en 43 avant Jésus-Christ, nous a raconté. C'est une fable issue d'un ensemble de fables qui s'appelle les Métamorphoses. Les métamorphoses, on peut faire un parallèle et un synonyme avec la question au sein de l'entreprise qui est celle de la transformation. Se métamorphoser, se transformer, qui est aussi une réflexion essentielle dans un projet collectif. Elle raconte donc la transformation d'un être humain en plante et apporte un élément de réponse fondateur à cette nécessité que nous avons de nous représenter. Comme vous voyez, ce tableau il est assez passionnant parce qu'on voit comme ça ce jeune homme qui se reflète dans l'eau et son reflet ici, si vous voyez à travers le document, on voit que son visage est celui d'un vieil homme. Là, sur le côté droit, la main, on sent aussi une fusion de son reflet à travers son image. C'est une peinture magnifique et Caravage raconte à travers ce tableau le fameux mythe de Narcisse. Aujourd'hui plus que célèbre, qui le son vivant n'a vendu qu'un seul de ces tableaux, renouvelle le genre. Il s'agit de Vincent van Gogh, qui se livre à une quête de soi sans précédent. Il aborde dans un style nouveau qu'on appelle expressionniste son identité d'une manière fulgurante et nous présente une image de lui vue de l'intérieur. Donc vous voyez que progressivement, on est passé à une image de représentation dans un premier temps religieuse, celle de Gustave Doré. Ensuite, on voit la quête de soi de Rembrandt, puis on voit comment l'image dans l'image peut rebondir. Et aujourd'hui, on retombe sur un artiste comme Vincent van Gogh qui ouvre les portes à une quête d'introspection avec une série de peintures qui se termine d'une manière tragique, puisque Vincent van Gogh meurt en se suicidant à Auvers-sur-Oise en 1853. Il faut savoir que cet artiste est un personnage assez complexe, puisqu'il est en même temps un mythe de l'artiste maudit en l'occurrence, mais c'est une image qui est souvent erronée, puisque
que Van Gogh, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à être en contact avec les plus grands intellectuels de son temps, à utiliser des technologies et des formes de pensée très avant-gardistes dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de la peinture, en utilisant l'invention du cercle chromatique de Chevreul, qui a été une invention de chimiste à peine 20 ans après sa découverte, qui parle plusieurs langues, qu'il a tenu une galerie à Londres, qu'il a inventé des concepts collectifs d'organisation d'artistes, et d'ateliers d'artistes, notamment avec Gauguin, que c'est un philosophe, un grand penseur, et en pas du tout le personnage, on va dire, maudit, tel qu'il nous a été souvent représenté. En fait, il était atteint d'une maladie terrible, qui est la psychomaniaco-dépression. À l'époque, les traitements n'existaient pas, ou étaient mal... quasiment n'existait pas, et donc il a souffert toute sa vie de cette maladie psychologique et psychiatrique jusqu'à se suicider. Donc c'est une aparté pour resituer un peu le personnage complexe qu'est Vincent Van Gogh. Ce qui est passionnant, pour revenir pour le coup vraiment à la peinture, c'est que quand on voit ce tableau, qui effectivement a une charge anecdotique extrêmement puissante, on voit que la construction de ce tableau est très contemporaine. Il utilise, je vous disais tout à l'heure, une technique qui est celle des couleurs complémentaires, qui est l'invention du cercle chromatique de Chevreul, où le bleu rebondit d'une manière complémentaire à l'orangé, où les tons sont extrêmement stricts et mesurés. Et derrière, en arrière-plan, il y a un deuxième petit tableau qui est là, qui est en fait une peinture orientale, japonaise, qui est en fait la période qui l'influence le plus et qui est aussi une façon de signaler qu'il y a un monde oriental qui est en train de naître graphiquement. Et donc il fait un petit clin d'œil comme ça à cette peinture qui se trouve en second plan et qui lui permet aussi d'architecturer l'espace d'une forme carrée. Un peu plus de 60 ans plus tard naîtra ce qu'on appelle l'art abstrait et la géométrisation de l'espace va prendre davantage d'ampleur. Donc à travers tout ce qu'on peut dire sur Vincent Van Gogh et l'idée qu'on a de quelqu'un de complètement exubérant, d'un malade mental et d'un artiste maudit, on voit bien qu'il y a une pensée qui s'est construite, qui est extrêmement rigoureuse dans cette peinture. Frida Kahlo, c'est une peinture de 1944 qui est présentée au musée de Mexico et qui s'appelle La colonne brisée. Il faut comprendre l'histoire de Frida Kahlo. Frida Kahlo, de son nom entier, c'est donc Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón, qui est un joli nom. Elle est née le 6 juillet en 1907 au Mexique et elle est décédée le 13 juillet 1954 au Mexique aussi. Son mari, c'est un grand artiste extrêmement célèbre qui s'appelle Diego Rivera. Et Diego Rivera, en parlant de Frida Kahlo, disait que c'est la première fois dans l'histoire de l'art qu'une femme exprime avec une totale sincérité, aussi dépouillée et aussi féroce, les faits et les détails qui concernent exclusivement la femme. En fait, il faut comprendre que cette femme, à l'âge de 8 ans, est atteinte d'une maladie qui est la poliomyélite, et qui lui causera le fameux surnom de Frida l'estropié. En 1922, alors qu'elle est âgée de 16 ans, elle quitte le cours supérieur du collège Alameda à Mexico et intègre l'Escuela Nacional de Preparación, considéré comme le meilleur établissement scolaire du Mexique. Frida Kahlo, c'est une jeune femme surdouée, c'est vraiment quelqu'un de génial. C'est une grande intellectuelle, elle est passionnée par beaucoup de choses et elle voulait devenir médecin. Et elle ne s'intéressait pas du tout à la peinture ni au dessin, ce n'était pas sa préoccupation. Elle était passionnée de sciences naturelles. Et en fait, malheureusement, le 17 septembre 1925, alors qu'elle prend un bus pour entrer chez elle à la sortie de ses cours, le bus sort sur la route et percute un tramway.
Plusieurs personnes trouvent la mort dans cet accident et Frida, elle, est grièvement blessée. Son abdomen et sa cavité pelvienne sont transpercés par une barre de métal. Grièvement blessée, Frida se sera alors contrainte de porter pendant 9 mois des corsets de plâtre. C'est alors à ce moment-là qu'elle commence à dessiner et à peindre. D'ailleurs, pour l'aider, il y a des images assez belles d'elle où elle est allongée sur un lit à baldaquin et il y a un miroir qui est fixé sur le haut du baldaquin, comme ça, comme c'était le ciel, pour pouvoir se représenter. Ses amis lui apporteraient de quoi dessiner. C'est donc dans ce contexte particulier qu'elle se met à produire de la peinture et à dessiner. Et ça sera le démarrage d'une très longue série d'œuvres, d'autoportraits, dont 143 seront présentés à New York et célébrés par le critique d'art et philosophe André Breton, qui était l'un de ses plus grands admirateurs. En fait, vous voyez dans ce tableau, on retrouve cette fameuse colonne brisée dont je vous parlais tout à l'heure, de ce corset, de ces clous qui font aussi écho à la culture vaudou mexicaine, comme une poupée. En même temps, on sent que c'était presque des objets de construction et de réparation de son corps. Voilà aussi des petits éléments qui évoquent l'idée de la réparation et de l'autoportrait. Comme je vous disais tout à l'heure, un autoportrait, ça peut être aussi bien un objet que vous avez dans votre poche qu'une représentation de votre visage. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur la notion d'autoportrait. Et pour clôturer en fait ce petit moment que nous passons ensemble, et dans un souci en fait d'authenticité et de quête en fait d'authenticité vis-à-vis de soi-même et de celle des autres, je vous propose que collectivement, d'un geste commun, nous nous démasquions. Merci.